Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougat Next. Vous le savez, la Coupe du Monde de basket féminin arrive à grands pas, ça sera le mois prochain du côté de Berlin, et on entend depuis quelques années que Team USA pourrait être détrôné au top de la pyramide du basket mondial. Mais entre rêve et réalité, difficile de vraiment se rendre compte du niveau de Team USA. Sont-elles vraiment imbattables? Eh bien, c'est à cette question qu'on va essayer de répondre avec Flo de Swish Swish dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Team USA est imbattable? Et comme je vous le disais, aujourd'hui un nouveau visage sur la chaîne. Qui de mieux pour parler de l'Amérique qu'un Belge? Eh bien, on est avec Flo de Swish Swish. Comment ça va, Flo? Ça va et toi? Bah ça va super. Vous avez sorti un petit brunch là ce matin sur Ouais. le transfert de Kelsey Plum du côté de Phoenix. Je vous invite tous à aller écouter ça. Vous avez le petit lien en description, n'hésitez pas. Il y a beaucoup à dire sur ce move. Puis là, il y a une grosse actualité en ce moment en WNBA. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de Team USA. Est-elle vraiment imbattable? Est-ce qu'elles peuvent être tapées ou pas? Pour rappel, hein, elles n'ont pas perdu en compétition majeure depuis 2006 à la Coupe du Monde. Elles avaient perdu en demi-finale contre la Russie. Elles n'avaient gagné que le bronze cette année-là. Depuis, pas une seule défaite en tournoi majeur. Il y a eu quelques petites défaites sur des matchs amicaux ou de prépa. Je crois que le dernier en date, ça date de 2021. Et après le All-Star Game en 2024 face à la Select Team en WNBA. Mais bah, Team USA est quand même sur une série de victoires consécutives assez folles en compétition majeure. Elles ont pu perdre au JO depuis 92, elles sont sur 61 victoires de suite. C'est un peu le monstre qu'on n'arrive pas à passer, le boss dans les jeux vidéo où on revient chaque année pour essayer de les taper et on n'y arrive pas. Mais bah, dernièrement, il y a quand même eu des équipes qui s'en sont rapprochées. Je pense à la France évidemment en finale des JO en 2024 et surtout à la Belgique qui, on l'oublie un petit peu, mais juste avant les JO, il y avait eu un match Team USA Belgique au moment de l'hiver, et Team USA a été battu jusqu'à une claquette miraculeuse de Brianna Stewart au buzzer. Et un pied sur la ligne de Kelsey Plum, à 15 secondes de la fin. J'étais dans la salle, hein. Ah ouais, je suis dans la salle. C'est le match le plus dingue que j'ai vécu en direct. L'ambiance, du public, c'était complètement dingue. Mais, ouais, ouais, il y a eu quelques cas où Team USA s'est fait un peu peur dernièrement. Après, l'équipe, elle a un peu évolué quand même par rapport à ces rendez-vous-là. Tout à fait. Déjà, on va d'abord parler du staff. Excite Cheryl Reeve qui avait fait le dernier mandat de Team USA. Bonjour à Sue Bird qui est devenue General Manager de toute la partie basket féminine du côté de Team USA. Et un nouveau staff a été mis en place depuis maintenant un an. Elles ont fait bah, les qualifications là cet hiver. Et donc au niveau du staff, on a un staff composé de Cara Lawson en tant que head coach, Nathalie Nakassé, la coach de Golden State, Nate Tibbetts, le coach de Phoenix, et Stephanie White, la coach du Fever. On est quand même sur du très très haut niveau au niveau du coaching, Flo. Je vais être un peu taquin en disant que tu as là 4 des 5 meilleurs, coachs de basket féminin de la planète. On n'est pas loin, je pense. Je suis un peu taquin sur celui que j'ai envie de mettre en cinquième, mais, Il mais coach du côté de la Belgique, c'est ça? il coach du côté de la Belgique exactement. Mais, non, non, c'est complètement incroyable. Cara Lawson que le public qui ne suit que la WNBA connaît peut-être un peu moins maintenant, qui est très connu de ceux qui sont plus suiveurs de la NCAA, qui est, tactiquement et enfin j'invite vraiment les gens à aller écouter un peu en plus ses discours avec les jeunes joueuses à Duke, ce qu'elle fait, c'est hyper inspirant et tactiquement, c'est une très bonne coach. Non, mais c'est un staff complètement incroyable. Après, avant, Cheryl Reeve, c'était quand même aussi parmi la royauté du coaching. Mais par exemple, tu revenais sur la France et le match de finale des derniers JO. Pour moi, si la France a été si proche de battre Team USA, c'est avant tout, c'est mon avis, peut-être que les gens ne le partagent pas, mais parce que pour moi, Cheryl Reeve a complètement manqué son match au coaching et que finalement Team USA le fait au talent. Tant mieux
tant mieux, tant pis pour la France, je ne sais pas parce que finalement l'issue n'est pas favorable et ça a fait espérer. Mais donc pour commencer à répondre à ta question, quand on dit, est-ce qu'elles sont battables? Je pense que déjà si on revient sur cette finale-là, si on la joue 20 fois, la France la perd 19 et la 20e qu'il fallait gagner, c'était celle-là en fait et qui a été perdue. Donc bon, il y a énormément de joueuses qui passent à côté de leur match dans cette finale et des choix très bizarres de Cheryl Reeve dans ses rotations sur ce match. Donc là, il y a du nouveau au coaching effectivement avec des, je pense, des idées neuves et c'est pas plus mal. Et puis il y a un petit peu de renouveau aussi au niveau des joueuses, donc ça va être intéressant. Ouais. Ouais, sur les joueuses, on va y revenir après. Là, je voulais parler un petit peu du coaching, justement. Tu disais, Cheryl Reeve, sur la finale, elle a été assez douteuse. Moi, je trouve que dans l'ensemble, son mandat à la tête des US est assez douteux au niveau de ses choix, des rotations, etc. Donc après, on sait comment ça fonctionne avec Team USA. Il y a cette carte de l'ancienneté où bah, tu as la seniorité sur toutes les jeunes qui arrivent, tu as forcément ta place et tu es un petit peu garanti du temps de jeu. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Diana Taurasi sur toute la phase de groupe au JO. Légende absolue, Diti, mais elle pouvait plus arquer, elle défendait pas une cacahuète, elle avait rien à faire sur le terrain à ce moment-là. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a eu des phases comme ça avec Team USA où on se demande si les joueuses sont vraiment là au mérite ou si c'est par pure cooptation de ça fait longtemps que je suis là, je connais un petit peu la GM, je suis pote avec la coach. Il y avait un petit peu tout ça. Et c'est vrai que là, on entre avec Soubert dans un cycle qui est un peu différent où on va rester, je pense, ça sera toujours un peu la marque de fabrique de Team USA, de ramener des joueuses en bout de cycle qui sont un peu cramées, mais on va leur laisser une place dans le roster. Par contre, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au tournoi de qualification là, en février, et bah, ces joueuses-là, elles ont eu moins de temps de jeu. Parce que bah, il y a des jeunes qui arrivent, on va y revenir un petit peu après dans la vidéo, mais il y a une nouvelle génération qui prend le pouvoir et bah, ça va aider à amener un renouveau. Sur le reste, je te rejoins. Je pense que sur la finale des JO où la France est passée très proche, le match, ouais, tu le joues 20 fois, tu le perds 19 et là, c'était peut-être ta seule chance de le gagner. Team USA qui rate autant de tirs faciles, je pense à AJ Wilson, sa première mi-temps, c'est un Mhm. cauchemar. Elle est à 2 mètres du cercle, elle balance des briques ou des airballs, elle rate des lay-ups, quelque chose qui ne lui arrive jamais. Là, c'est vrai que du coup, on se dit, ouais, c'était peut-être la seule chance, Team USA ne rejouera plus jamais comme ça. Et c'était une équipe vieillissante qui était, du moins sur cette finale, très mal coachée dans les rotations, etc. Ouais, et Brittney Griner qui faisait très, très, très mal à la France et puis qui est sortie et qui est plus rentrée justement, mais après c'est vrai que Cheryl Reeve, autant c'est une génie, il faut le dire, pour pouvoir se réinventer et faire des plans de match, autant en cours de match, en cours de série, on l'a vu aussi dans ses dernières finales perdues avec Minnesota, elle a parfois un temps de retard à la réaction. Bon, encore une fois, quand tu as un effectif pareil, je pense que tu peux te permettre, mais je suis d'accord avec toi que finalement c'est peut-être un peu mitigé. Mais enfin, mitigé quand tu es invaincu, c'est difficile de le dire, mais c'est tellement on sait que, que cette armada peut faire plus, quoi. C'est clair, c'est clair. On va revenir un petit peu là sur le nouveau groupe de Team USA. J'ai préparé une équipe probable qu'on pourrait voir au mois de septembre au moment du mondial, en sachant qu'il peut toujours y avoir évidemment des changements. Il y a des... Vous allez voir dans la liste, il n'y a pas Chelsea Gray qui est une habituée de Team USA qui pourrait avoir sa place. Est-ce que Alyssa Thomas, elle n'a pas été rappelée là sur les derniers rassemblements? Est-ce qu'elle pourrait être là? On ne sait pas trop. Mais du coup, je suis parti sur une liste de 12 avec Paige Baker, Caitlin Clark, évidemment, Kelsey Plum et Sabrina Ionescu, Ryan Howard, Jackie Young, Kalea Cooper, Nafisa Collier, Brianna Stewart, Alia Boston, Angel Reese et AJ Wilson. Je pense que très clairement, on a les meilleures joueuses de la planète sur tous les postes et il y a une profondeur et une polyvalence dans cet effectif qui est quand même assez folle et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Je pense que la dernière fois que Team USA a eu un effectif aussi complémentaire, ça remonte quand même à il y a quelques années, Flo. On s'approche peut-être des équipes de 2016, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. L'équipe de 2012 et de 2016 qui sont pour moi les meilleures équipes de basket féminin jamais assemblées sur un terrain, en fait.
Je pense que l'effectif de 2016, je sais plus lequel il y en a un où il y a Candace Parker et l'autre où il y a Elena Deldon, mais enfin, c'est purement monstrueux, les équipes avec Maya Moore, faut retourner voir un peu à quoi ça ressemble. Mais oui, déjà A'ja Wilson, Nafisa Collier, alors faut voir comment Nafisa Collier revient de sa blessure et si elle va vouloir rajouter ça à son calendrier, mais tu as la joueuse la plus dominante, actuellement sur la planète et peut-être la deuxième plus forte joueuse, à voir un petit peu comment elle revient. Breanna Stewart qui est en train de retrouver des très beaux standards et puis à l'arrière, la nouvelle génération. Caitlin Clark, Paige Bueckers, je pense que oui, maintenant, comment au JO de Paris, c'était trop tôt. Et là, maintenant, la génération 2001, elle est là, elle prend le pouvoir, elle est bien installée, elles font déjà partie des meilleures joueuses de la planète en WNBA, elles seront là. Il y a la question de Chelsea Gray, tu l'as dit, on parlait des statuts, de la politique juste avant. Bon, elle pourrait peut-être prendre la place d'une jeune. D'un autre côté, Team USA, c'est aussi très politique. On sait qu'il y a toujours un gros lobbying de Yukon pour placer ses poulines. Donc je pense que Paige Baker s'y sera. Je pense que Caitlin Clark, si elle a envie d'y aller, avec l'impact médiatique qui est le sien et l'importance de cette joueuse, elle y sera aussi. Donc ça va aussi peut-être dépendre de la volonté des joueuses de rajouter ça à leur calendrier. Parce que c'est le mondial, c'est pas des JO, donc tu as parfois une ou deux joueuses qui peut faire l'impasse. Mais je pense que grosso modo, tu as effectivement le noyau de l'équipe. Je pense que sur les 12 que tu as cités, il y en a au moins 10 qui feront partie de l'équipe finale. Ouais, je pense aussi, et surtout, il y a cet amour, on le voit avec Team USA, quand elles ont la possibilité de venir jouer, elles le font. Donc hormis pépin physique, où bah, c'est un peu trop juste, on pense à Kelsey Plum, à Nafisa Collier qui reviennent tout juste de blessures là, où bah, il y a des petits doutes là-dessus. Pour le reste, je pense que l'équipe sera quasiment au complet, hormis peut-être un ou deux désistements, et elles ont le couteau entre les dents parce qu'elles sont pas passées loin de la correctionnelle sur la Ouais. dernière compète. Je sais qu'il y a Brianna Stewart qui avait fait une interview là au moment du camp d'entraînement il y a quelques mois en disant que bah ouais, fallait faire attention parce que les autres pays commencent à arriver très fort et que bah elles peuvent plus gagner de 25, 30, 40 à tous les matchs comme elles le faisaient avant. Et ça bah c'est quelque chose à prendre en compte, faut jouer un petit peu plus avec sérieux. Là, on se souvient de la finale des JO, on pense surtout à ce qui s'est passé sur le terrain. La réalité, c'est qu'elles ont joué la finale le lendemain de celle des hommes et que il y a eu petite soirée, elles sont toutes arrivées avec 4 grammes ce jour-là, on va pas se mentir, elles avaient 2 heures Sans de doute, ouais. sommeil et je pense que c'est un facteur aussi. Ça m'étonnerait que ce soit de nouveau le cas sur les compétitions à venir et ça peut faire très peur, moi je trouve, pour les adversaires de Team USA. Et comme tu l'as dit, bah, tu as la nouvelle génération qui a rien gagné encore avec cette équipe. Paige à la fin de titre, pareil pour Caitlin Clark, pareil pour Angel Reese. C'est des joueuses qui se connaissent, qui peuvent jouer sur plusieurs postes. On l'a encore vu là au moment des qualifs. Paige, elle avait des séquences où elle jouait 3, des séquences où elle jouait un. Elle peut jouer à côté de tout le monde. C'est ultra complémentaire, ça défend. Et contrairement à certaines équipes qu'on a pu avoir par moment, c'est pas des joueuses égoïstes. Caitlin Clark est une joueuse qui est ultra altruiste, donc qui va prendre ses tickets shoot parce qu'elle en a besoin, mais c'est une joueuse qui est une excellente passeuse, une excellente playmakeuse pour les autres. Et imaginez juste un moment, hein, des pick and roll joués entre Caitlin et AJ Wilson avec Paige, Nafissa et Jackie Young dans les ailes. Bah en fait, ça devient indéfendable comme équipe. Et c'est ça qui est très très fort avec Team USA, c'est qu'il y a un réservoir de talent quand tu pars dans une compétition, ou même avec des joueuses absentes, bah en fait, t'as quand même les meilleures joueuses de la planète sur le terrain, quoi. Ouais, c'est clair. Mais je me pose quelques questions par rapport à l'effectif sur la manière dont ça va jouer, mais le fait que ce soit Cara Lawson au coaching me rassure un peu plus. Tu vois, par exemple, je me rappelle, je sais plus c'était à quel rassemblement. Je me demande si c'était pas justement ce fameux TQO dont tu parlais. Est-ce que Alia Boston était déjà dans l'équipe à ce moment-là? Elle était dans l'équipe au moment du match contre la Belgique avant les JO, je crois. Ouais, je pense bien. Tu vois, elle, par exemple, je l'avais trouvée perdue sur le terrain, mais parce que ce moment-là, le match avait pris un tour et c'est comme ça que Team USA jouait à l'époque, très up tempo.
où ça jouait à fond la contre-attaque et tout ça. Et en fait, dans ce jeu-là, Aliyah Boston, elle faisait que des. Enfin, elle servait pas à grand-chose. Elle courait sur le terrain et elle était assez perdue. Alors après, c'était une Aliyah Boston beaucoup plus jeune, hein, elle avait facilement 2, 3 ans de moins. Bah, elle sortait de la fac, Elle sortait de la fac, ouais. c'était après sa première saison en W. Ouais, c'est ça. Et tu vois, maintenant, quand on voit quelle dimension elle a prise, mais avec un rôle beaucoup plus à la création, balle en main, est-ce qu'elle va pouvoir être utilisée dans ce système-là à Team USA? Là où enfin, je sais pas s'il y a les arrières et les autres joueuses autour, dans la hiérarchie, elle est beaucoup plus en arrière de ce qu'elle peut être dans son équipe. Et voilà, après là, on parle d'une joueuse qui va peut-être être 10e, 11e rotation de l'équipe, donc c'est encore autre chose. Mais je pense que tu vas avoir un jeu qui va être beaucoup plus, avec, la balle dans les mains de la meneuse, quelle qu'elle soit, que ce soit, Kelsey Plum, Sabrina, Caitlin, Paige. À mon avis, une des 4 aura la balle en main. Et puis après, tu auras un relais à l'intérieur avec Eja Wilson, Nafisa Collier, Brianna Stewart. Effectivement, beaucoup de pick and roll. Mais voilà, il y a quelques joueuses comme ça où Angel Reese, comment elle va, est-ce qu'elle va se contenter d'être là? Déjà, est-ce qu'elle va être dans l'équipe? Parce qu'il y a quand même une question aussi. Mais c'est vrai qu'elle a été un peu dans les derniers rassemblements, donc elle fait partie du projet. Mais il y a quand même des questions de pouvoir utiliser, encore une fois, quand tu as un tel réservoir de talent, de pouvoir vraiment optimiser chacune de ces joueuses-là. On sait qu'elles vont devoir se partager les responsabilités. Ça, c'est logique, mais est-ce qu'on peut réellement les utiliser pour leur force? Là, il y a quelques petites questions. Voilà, de là à les rendre friables pour un adversaire, ça, c'est encore une autre histoire. Non, puis tu le disais sur le, le fait d'être rassuré d'avoir Cara Lawson au coaching et des schémas qu'elle va pouvoir donner, etc., pour mettre en valeur ses joueuses. En plus de Cara Lawson, tu as quand même Nathalie Nakassé, qui est pour moi à l'heure actuelle la meilleure coach de la planète là, depuis quasiment un an. Ce qu'elle arrive à faire avec ses équipes, c'est tout simplement incroyable. Et défensivement, cette équipe de Team USA, si elle adhère au projet et qu'elle se bouge un petit peu, mais en fait, ça peut être étouffant pour absolument tout le monde, même contre des équipes comme la France, qui est ultra athlétique, qui a les qualités pour bah, déjouer les pressions défensives que Team USA pourrait mettre. Mais en fait, ça peut être atroce pour les adversaires d'avoir des schémas défensifs comme ceux de Cara Lawson et Nathalie Nakassé. Tout à fait. Parce que oui, faut pas oublier, hein, Cara Lawson, c'est avant tout une coach défensive en plus. Donc la principale qualité de cet effectif, ça va être de ne pas encaisser de points. Et on l'a vu un petit peu avec un effectif ultra remanié au tournoi de qualif cet hiver. En fait, elles ont quasiment pas encaissé. Je vais me reprendre là les matchs, si je peux, de Team USA pendant les qualifs. Mais c'était... Après, c'était avec Angel Reese, Cameron Brink dans l'effectif aussi, Alors, il n'y avait pas Cameron Brink, c'était... non? non, il y avait Dearica MB, Monique Billings. Ah non, c'est euh, moi. ah non, on était quand même sur une Team USA au rabais. Et elles ont encaissé 46, 48, 59, 46 et 70 contre l'Espagne. Donc le plus qu'elles aient encaissé sur un match, c'est 70 points contre les vice-championnes d'Europe. Je pense que ça va avec, avec un effectif qui est quand même pas du tout celui qu'elles vont emmener à Berlin Non. au mois de septembre. Je pense que la marge est quand même pas mal quand tu rajoutes des joueuses avec la longueur et l'intelligence de AJ Wilson, Brianna Stewart ou Nafisa Collier. Mm. Je pense que tu peux être un peu Mais serein défensivement. surtout sur les ailes et à l'intérieur, quoi. Parce qu'à l'extérieur, t'as Page qui défend, les autres, que ce soit Sabrina, Caitlin, Kelsey ou même si Chelsea Gray est là, la première pointe défensive sera pas là. Par contre, oui, pour un peu, encore une fois, on va quand même le dire, c'est un effectif de stars, donc que les stars écoutent les consignes, les suivent et voilà. Et qu'elles aient les instincts défensifs aussi. Parce que par exemple, Sabrina Ionescu et Caitlin Clark sont des joueuses qui sont quand même relativement grandes, avec un peu de longueur. Il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas défendre à minima correctement. Par contre, est-ce qu'elles en ont l'envie? C'est une chose. Et les instincts, parce que c'est des choses qu'on leur a jamais demandé dans leur carrière, ou en tout cas qu'elles n'ont jamais fait de manière consistante. Donc il y a quand même ce petit défaut-là. Mais par contre, c'est vrai que Cara Lawson, Nathalie Nakassé et même Stephanie White, quand elle était à Connecticut, elle a quand même montré de très belles choses défensivement aussi. C'est des coachs, quand tu leur donnes le personnel, qui te mettent des schémas défensifs excessivement bons. Et pour ce qui est de l'attaque, Stephanie White et Nettie Betts,
pour le coup, sont des coachs qui ont une capacité aussi de mettre en place certaines choses, de trouver des solutions, même avec des profils parfois atypiques comme Stephanie White est en train de le montrer à Indiana ou comme Nate Tibbetts a pu le faire l'an dernier à Phoenix. Donc oui, on en revient au coaching, mais quand tu as autant de cerveaux pour un peu qui s'emboîtent bien et qui s'entendent bien et que chacun apporte sa pierre à l'édifice de manière optimale, ça peut faire très très mal. C'est ça. Je pense que sur l'aspect papier, théorique, on a fait un petit peu le tour. Je voulais qu'on se projette un petit peu sur cette Coupe du Monde et qui peuvent être bah, les principales menaces de cette Team USA. Donc, pour rappel, Team USA est dans le groupe D avec la République tchèque, l'Italie et la Chine. Elles ont joué l'Italie en tournoi de qualif avec, bah, comme je le disais, avec leur équipe C. Elles leur ont mis 34, alors que l'Italie était quasiment au complet. La Chine, on l'a vu, c'est pas très fort. On va pas se mentir, la Belgique leur a roulé dessus en qualif. Et moi, je suis pas très inquiet pour les équipes qui vont affronter la Chine. Et la République tchèque, c'est sympa, mais là, il va manquer Emma Tchekova, qui est victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison W. Faudra voir ce que ça donne, mais c'est déjà bien qu'elle soit arrivée jusque dans les 16 là, de cette Coupe du Monde. Faut pas non plus s'attendre à des miracles pour la République tchèque. Donc la phase de groupe va passer assez tranquillement, je pense, pour Team USA. Derrière, par contre, ça peut très vite se compliquer en fonction des résultats des autres groupes. Parce que, par exemple, si la France finit deuxième de son groupe, chose qui peut arriver, tu passes à côté d'un match, tu le perds, tu finis deuxième, et bah dès les quarts de finale, tu peux avoir un France-Team USA. Et là, ça commence à picoter. Donc, je pense qu'il y a trois équipes qui peuvent, je pense qu'il y en a deux et une qui peut se greffer en faisant le match parfait. Je pense que la France et la Belgique sont les deux principaux contenders pour pouvoir taper Team USA. Et je pense que la troisième, c'est l'Espagne, dans le sens où il faudra faire le match parfait, il faudra mettre ses tirs, mais ce qu'a montré l'Espagne sur les dernières compétitions, dès que ça commençait à compter, de d'être sûrement la meilleure défense d'Europe collective, où c'est impressionnant ce qui se passe côté espagnol là sur les derniers Eurobasket, etc. Ce qu'elles arrivent à faire collectivement en défense, les schémas défensifs qu'elles arrivent à donner. Donc après, il n'y avait pas Megan Gustafsson sur ces compétitions-là, et défensivement, ça aide beaucoup qu'elle ne soit pas là. On va pas se mentir. Donc d'avoir Megan là sur la Coupe du Monde, on va voir ce que ça donne défensivement, mais le potentiel défensif de cette équipe est incroyable. Le match qu'elles ont fait au moment des tournois de qualif contre Team USA, elles perdent seulement de 14, ce qui est plutôt honnête, mais il y avait la place. En fait, tu sens que cette équipe en avait encore sous le pied et que bah, elle pouvait, pourquoi pas. Après, c'était une Team USA qui n'était pas au complet, et c'est pour ça que je les mets quand même un cran en dessous, parce que sur la dimension athlétique, je pense qu'au bout d'un moment, l'Espagne peut beaucoup plus exploser qu'une équipe comme la Belgique et la France. Oui, ben, je trouve que tu fais bien de parler de l'Espagne parce que il y a quand même une nouvelle génération qui est en train de prendre le pas, qui je pense a dû attendre son heure longtemps parce que l'Espagne, c'est aussi un peu une équipe où c'est un peu au statut les rotations, hein, tu le sais encore bien mieux que moi, Ah bah mais on sait Alba Torren, c'est dans la liste là pour la ouais, préparation du mondial et va très certainement y être, à 48 ans et en déambulateur. ouais, mais là, moi, j'aime bien Alba, je m'en fous. Du moment que tu lui mets pas trop de minutes sur le terrain, Ouais, mais c'est c'est pas. Miguel Mendes le coach, donc elle va jouer ses 20 minutes. Mais sinon, voilà, enfin, je suis très content en tant que Belge d'avoir gagné le dernier Euro, mais on va pas se mentir, l'Espagne doit jamais perdre ce match. Donc l'Espagne est censée être la championne d'Europe en titre. En ayant en plus sur la compétition de l'Euro, de nouveau, des rotations qui peuvent être perfectibles. Et puis on voit les jeunes joueuses qui sont vraiment en train de se développer. Donc après, est-ce que cette équipe est suffisamment à maturité pour réellement pouvoir faire mal aux USA? Je sais bien, je sais pas. Après, tu parlais de l'impact physique. Je pense que la Belgique, elle explose sur l'impact physique aussi. Pour moi, la seule équipe qui a le coffre pour tenir la dimension physique de Team USA, et on l'a vu au JO, c'est la France. Le problème, la France, elle a des problèmes sur d'autres aspects de son jeu, aussi sur des aspects tactiques, d'utilisation
de schéma offensif et de ce genre de choses. Mais par contre, réellement sur purement la dimension athlétique, moi j'ai quand même l'impression que dans les équipes qui ont suffisamment de talent pour être dans la discussion, il y a pour moi que la France qui peut y répondre. Après, la France, elle a d'autres questions, elle manque de certitude à énormément d'endroits de son jeu et donc il faudra voir. Pour parler de la Belgique un petit peu, comme ça je parle un peu de ce que je connais, je pense que la Belgique, il y a quand même une question, c'est qu'on a des cadres qui sont en pleine possession de leurs moyens. On a certains cadres qui commencent à être un peu vieillissants. Je pense en particulier à Emma Messmann, qui offensivement, la technique, la vista, tu la perds pas. Défensivement, ça a jamais été, son point fort. Là, elle commence à pouvoir être vraiment, vraiment ciblée. On le voit de plus en plus en Euroleague. Alors là, dans un contexte comme celui-là, surtout face à une équipe de Team USA, où les plus grosses armes sont au poste 4 en gros, hein, donc vont être dans ces parages immédiats. Bon, je pense que de toute façon, je pense que si la Belgique doit battre les États-Unis, c'est sur un match d'attaque en surpassant l'attaque des États-Unis, ce qu'ils avaient failli faire dans ce fameux match que tu mentionnais l'autre jour. Parce que même si la défense de la Belgique collectivement arrive à produire des choses, on a quand même beaucoup de joueuses dont c'est pas la ligne principale sur le CV, on va dire ça. Donc oui, je pense que tu as cité les principales candidates. J'ai envie de rajouter un petit peu l'Australie, je vais dire historiquement, même Ouais, si là, elles vont peut-être un peu manquer. Le problème, c'est que ça manque de gros cadres et ça manque de. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont dans un entre-deux, mais j'ai toujours du mal à mettre l'Australie à part parce que ça reste un contexte de jeu qui peut parfois leur convenir aussi face à Team USA. Mais voilà. Et après, malheureusement, tu as dit les principales candidates et il n'y en a aucune que je vois pouvoir tenir plus de trois quarts temps en fait. bah c'est ça. Et moi, contrairement à toi, je pense que physiquement, oui, sur le côté athlétique, la Belgique ne tient pas. Team USA domine sur tout. Par contre, je pense que la Belgique est assez intelligente pour réussir à couper le rythme de Team USA et du coup les emmener plus sur un match sur demi-terrain et arriver à couper la transition. Et dans ce cas-là, moi, je les vois tenir sur la longueur, en fait. Mhm. Ou peut-être que tu craques par des petites périodes, tu vois, pendant 2 minutes, tu as des moments où vraiment tu es à bout de souffle et t'en peux plus. Mais sur la durée d'un match, moi je pense que la Belgique est peut-être l'équipe qui peut le plus faire déjouer Team USA de manière globale. Et comme tu l'as dit, pour moi, il faut les emmener sur un match d'attaque. Et mais il faut réussir à imposer ton propre rythme, chose qui est très très dure avec Team USA, hein, on ne se le cache pas, parce que la France avait plutôt bien fait en finale des JO. Ça, on ne peut pas leur retirer. On- je sais qu'on est très critique souvent avec Ghislain sur cette finale et la lecture que les gens en ont de ah, on était si proche de taper Team USA. Oui, mais non, en fait. Il y a beaucoup de strates à Mhm. cette lecture et il faut faire attention ouais, sur ça. Mais, mais défensivement, le plan était bon. Et Oui, d'ailleurs, la force de la France reste aussi sur cette défense-là et sur cette capacité à aussi défendre. Donc, c'est aussi chaque équipe, chaque candidat dont on parle là a forcément ses armes et c'est celui qui arrivera à les imposer. Voilà, après, le problème, c'est que Team USA, ils ont un peu toutes les armes aussi. Maintenant, c'est vrai que, comme tu le disais, si tu emmènes le match sur du demi-terrain, mais là, tu te retrouves plutôt avec un groupe qui doit apprendre à se connaître et à se réinventer, justement. Parce que, en gros, si on schématise, tes jeunes, elles sont un peu sur tes lignes, enfin, tes jeunes principales, elles sont sur tes lignes arrière, balle en main, et tes cadres actuels, elles sont sur l'intérieur. Et donc, il faut que tout le monde réussisse un peu à s'entendre. Et donc, ce que fait Team USA la plupart du temps dans ces cas-là, c'est qu'ils reviennent sur du jeu un peu stéréotypé classique. T'as pas de système très complexe parce qu'en plus c'est une équipe qui a pas le temps de se préparer. Les camps de préparation se font pas avec les joueuses qui vont faire la compétition au final. Là, les joueuses vont toutes être en forme en termes de préparation physique parce qu'elles sont en pleine saison WNBA, comme certaines cadres de l'Espagne, certaines cadres de la Belgique ou de la France, comme la plupart des cadres de la France même. Donc ça, c'est pas le problème. Par contre, tactiquement, sur les habitudes de jeu, je pense qu'on va revenir sur des trucs très classiques, du pick and roll assez classique et effectivement du jeu de transition. Et c'est là qu'effectivement, elles peuvent éventuellement déjouer. Maintenant, la marge, elle est très, 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 très fine. ah, mais tu vois, c'est là où cette année va être
vraiment différente, je pense, par rapport aux autres, c'est qu'il y a de plus en plus de joueuses internationales en WNBA. Et donc, pour la Belgique, ça devrait aller parce que c'est des joueuses qui jouent ensemble depuis 10-15 ans, qui se connaissent par cœur, qui sont sur le même système depuis des années, qui renouvellent un petit peu, mais en fait, t'as pas tant de changements que ça. Les principes de jeu restent les mêmes. Et donc, qu'elles ne fassent pas la prépa ensemble, en soi, ça pose pas tant de problèmes que ça. On l'a vu à l'Euro l'année dernière où il y avait des joueuses qui étaient déjà en W. Ça n'a pas posé de problème plus que ça dans le jeu. Il y a eu des matchs où tu te dis, ah ouais, elles sont un peu rouillées quand même, mais le temps de se mettre en route et ça a été. Pour la France, tu as quand même les trois quarts de ta liste finale qui ne vont pas faire la prépa ensemble. Et donc Jean-Aimé Toupane qui adore faire 4 mois de prépa avant chaque compète, bah en fait déjà qu'on se plaint sur chaque compétition de la pauvreté du jeu offensif de l'équipe de France, du manque d'automatisme, etc. Et bah là on risque d'avoir le même problème. Et les autres années, l'avantage qu'avaient les autres équipes comparé à Team USA, c'est que Team USA se retrouvait 3 jours avant le début de la compétition, elles avaient 2 entraînements dans les pattes ensemble, et encore les trois quarts du temps c'était du shooting ou du 5 contre 0 à vide, histoire d'eux, mais elles avaient aucune répétition. Et c'était la seule équipe qui était dans ce cas-là, parce que l'Australie, elles avaient 3-4 joueuses de concernées, la France Mmh. pareil, t'avais 2-3 joueuses qui étaient concernées par ça. Là, on va avoir toutes les concurrentes directes de cette Team USA qui vont être dans la même situation, qui ne pourront pas faire la prépa en entier. La France, la Belgique, l'Australie, on l'a vu, qui a déjà annoncé sa liste des 12 avec Alana Smith et Izzy McBegor qui n'ont quasiment pas joué depuis le début de la saison, où bah, elles vont arriver en manque de rythme alors que c'est censé être les deux stars de cette équipe d'Australie. Sammy Whitcomb qui a 58 ans, euh, qui donne encore des bonnes minutes du côté de Phoenix, hein, mais qui peut plus tirer l'équipe comme elle le faisait avant. Et derrière, bah, ça devient vite compliqué. L'Allemagne, qu'on pouvait penser très fort, bah, ça a tout sabalie. Elle joue pas depuis le début de l'année. Elle est blessure sur blessure qui s'enchaîne, etc., etc. Louisa Gesell-Soder qui est passée petit à petit derrière certaines joueuses dans la rotation de Portland, où bah, tu as moins de minutes forcément, donc tu as plus d'énergie, mais tu as moins de répétitions. Mmh. Est-ce que tu arrives vraiment au top de ta forme? Et c'est là où Team USA est très fort, du coup, c'est que bah, toutes les équipes vont découvrir le fait d'arriver quelques jours avant une compète et de jouer pour la première fois. Team USA, c'est quelque chose que toutes les joueuses connaissent depuis des années. Et en plus, bah là, avec la nouvelle génération, Paige, Caitlin, Angel, elles se connaissent, ça fait des années qu'elles jouent ensemble ou l'une contre l'autre. Les autres, Nafisa Collier, Brianna Stewart, AJ Wilson, elles ont déjà fait des compétitions ensemble, ou alors elles jouent ensemble dans les mêmes équipes en W. Tu vois, Jackie Young, AJ Wilson, en FIBA, tu peux pas arrêter ça en fait, quand elles sont au niveau auquel elles sont actuellement. Donc c'est là où je pense que Team USA est encore moins battable maintenant qu'elle ne pouvait l'être les années précédentes, de par bah, le renouvellement de l'effectif, ça on l'a dit, mais de par le fait que ça se, toute la préparation est de plus en plus homogène pour toutes les équipes où tu as moins de prépa, tu peux moins développer d'automatisme, tu peux moins développer de plans pour contrer ces équipes-là, parce qu'il ne faudra pas me faire croire que la France en 2024 avait pas prévu un plan exprès au cas où elle jouait Team USA. Quand tu as fait 2 mois de prépa, si tu le Mmh. fais correctement, tu te prépares déjà en amont pour les matchs que tu risques de jouer, donc Team USA, la Belgique, etc. Tu as un plan de jeu qui est déjà établi. Là, tu pourras pas le faire en fait. Et c'est là où ça risque pour moi de changer beaucoup de choses. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et c'est là qu'on voit l'importance, je pense, des fédérations qui travaillent en amont, c'est-à-dire avec, des équipes de jeunes qui travaillent déjà avec des formes de jeu, des idées de jeu que tu vas retrouver en senior. Ce qu'on retrouve en Belgique, parce que quand tu regardes les équipes de jeunes, elles jouent de la manière dont jouent les seniors et ce qu'on retrouve en Espagne aussi. On a souvent, loué le fond de jeu espagnol et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en France, tu le retrouves, sur la défense, ce qui est souvent une constante de beaucoup d'équipes, françaises, mais pas toujours sur le fond de jeu offensif. Ça, c'est un peu dommage, c'est ce qu'on a souvent reproché, heu, mais bon voilà, c'est vrai que ça va être différent. Maintenant, on a vu parfois, c'est un peu caricatural de dire ça, mais que la France, elle fonctionne presque mieux quand elle est en autogestion. Je pense à un des derniers matchs où c'était, Valérie Garnier à la tête,
où c'est un match pour la médaille de bronze, je pense, où les jeunes prennent le pouvoir, en écoute enfin, Bah, tu vois même quel c'est au moment des JO 2021, quand, ah, c'est aux JO 2021, ouais, quand c'est ça. Marine Fotoux prend un peu le lead de cette équipe. Ouais, c'est ça. Et je vais dire aux JO 2024, en finale, tu un peu pareil avec Gabby Williams qui à un moment, je me demande même s'il y a pas un temps mort où tu la vois presque dire, «L'écoutez pas», en Si, parlant du si, coach, si, enfin c'était c'est c'était arrivé. Début de citation, l'écoutez pas, fin de citation. Et non, non, c'était. De toute façon, les filles étaient en autogestion sur la plupart des JO, que ce soit via Sarah Michel ou Gabi, ou selon le parce que match, Valou, etc. Ouais. parce qu'après on est critique avec la France, mais bon, il va manquer Iliana Rupert Et qui est quand même ça, pour moi, ça change tout. ouais, c'est vrai qu'à l'intérieur, tu es quand même léger, surtout défensivement, même si Iliana Rupert t'apportait pas spécialement de la défense, mais en tout cas, tu avais, une pièce en plus. Bah, un peu plus, mais c'est pas son enfin, je veux dire, c'est Oui, pas non plus sa force principale. c'est pas AJ Wilson, mais par contre, c'est une joueuse qui est ultra intelligente dans ses Ouais. déplacements et qui a beaucoup progressé là ces dernières saisons Mmh. pour ne plus faire de fautes un peu bêtes qui la sortaient un peu du match. Et donc, c'est pas ta caution défensive, mais moi, je préfère avoir 100 fois Iliana Rupert que Dominique Malonga derrière moi en défense. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça, parce qu'il y en a une qui va être une cible. Maintenant, à part ça, je pense qu'à l'aile, tu as pratiquement ce qui se fait de mieux au monde hors USA, Mm. très honnêtement. Et alors après, là, il faut voir les choix qui vont être faits parce que c'est toujours un peu ça la question avec la France. Mais sur les lignes arrières, tu peux aussi avoir quelque chose qui est, parmi ce qui se fait de mieux. Alors il y a de la concurrence dans d'autres équipes, mais on voit la saison qu'est en train de faire Pauline Astier. On sait toute l'énergie que peut toujours amener, Marine Fotoux. Marine Johannes, on la présente plus. Là, en plus, elle revient de blessure, mais ça a l'air d'aller franchement. Donc après, c'est dur de parler de la France tant qu'on ne connaît pas Bah, c'est les ça, les on a les 56 12, joueuses, on a 56 joueuses même si sélectionnables là pour Jean-Yves Toupane. Donc, on se doute un peu de qui va y être, mais il y a toujours quelques choix, justement un peu, politique, c'est pas le bon mot, mais de nouveau sur le statut et ouais. l'ancienneté qui vont peut-être nous faire un peu changer d'avis. Maintenant, de façon globale, bon, je pense qu'avec j'ai un regard un peu plus, extérieur, je vais dire, donc je suis moins, pris par l'affect avec l'équipe de France. Je pense que vous êtes souvent critique sur pas mal d'aspects, à raison, au niveau du travail du staff. Maintenant, il faut savoir reconnaître aussi les qualités de de votre effectif et il y a quand même clairement des choses à faire. Entre autres sur ce groupe, heu, le groupe B, alors c'est toujours un peu le problème, c'est que la France a souvent la chance d'avoir un groupe plus qu'abordable. Ouais. Je trouve qu'il l'est et donc ça aide pas toujours à rentrer dans la compétition. Mais là, ça va pouvoir aider parce que on parlait de la Belgique, de la France, le groupe B et le groupe C sont concernés. Si tu ne veux pas, te retrouver dans la partie de tableau des États-Unis, c'est impératif d'être soit de 1er, soit de 3e. Oui. Si tu es 2e, tu te retrouves dans la partie de tableau des États-Unis. L'Espagne, qui est dans le groupe A, c'est l'inverse. Ils ont presque intérêt à être 2e. Alors le problème, c'est que quand tu vois leur groupe, le Mali, le Japon, c'est quand même plus le Japon des JO 2021. Et l'Allemagne, beh, tu l'as dit, il y a beaucoup d'incertitudes avec beaucoup de blessures. Sadou Bali et Léonie Fibiche hein, aussi, Ouais. qui est toujours pas revenu. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur l'Allemagne. Donc j'ai presque l'impression que l'Espagne ne saurait pas faire exprès d'être 2e dans son groupe. Après, Sinon, on sait bien que c'est. l'Espagne est quand même très forte pour lâcher quelques matchs en poule, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On est quand même les spécialistes pour ça de oh bah mince, on a perdu le match d'ouverture de 30. Après, on en met 40 à tout le monde, hein, mais voilà. Mais voilà, donc ne vous étonnez pas si l'Espagne finit 2e de son groupe. Je dis ça comme ça, parce que si l'Espagne est première ou 3e, elle rencontrera les États-Unis, soit en quart, soit en demi. Euh, pour la France et la Belgique, par contre, c'est l'inverse. C'est soit tu es premier, soit tu es troisième. Sinon, tu rencontres les États-Unis probablement la Belgique, ce serait en demi s'ils sont premiers et en quart s'ils sont troisième, je pense. Mais enfin voilà, c'est un peu l'idée, quoi. C'est ça, ça va être intéressant là de voir. Je suis pas fan moi du format à 16 là de cette Coupe du Monde. Je trouve que il y a
trop d'équipes qui vont rien jouer. Tu regardes Porto Rico, no disrespect, hein, mais je suis très content pour la Hongrie, par exemple, de Dorca. Mais les matchs qui vont se jouer contre la Hongrie, ça va être un calvaire en fait pour elle. Donc, Ça me dérange pas en match de poule. Par contre, je serais passé directement à des quarts de finale, en fait. ouais, c'est ça. Tu prends les 2 premiers et puis on avance, quoi. Là, je trouve Mais que du coup, le format est pas forcément le meilleur. Et bah, en fait, t'arrives vite sur des matchs qui te servent à rien, pour la plupart, hein, parce que en match de poule, on va avoir le Belgique-Australie qui va être ultra intéressant. Si l'Allemagne est au complet et que l'Espagne aussi, l'Allemagne-Espagne en ouverture va être très cool, le États-Unis-Italie va être très cool. Mais en fait, tu as quelques matchs qui vont être sympas, le reste, ça devrait être normalement des formalités. Et c'est là où, bah, du coup, tu passes de matchs un peu sans enjeu, où bah, tu vas un peu à reculons, tu vas faire tourner ton effectif, à tout de suite des matchs où, bah, dès l'écart, tu vois, l'Espagne a fini deuxième de son groupe, ou troisième, je sais plus, boum, tu prends les US en quart. Et là, ça commence à piquer. mmh Et c'est ça, en fait, de passer de matchs qui servent à rien ou à ces gros matchs-là, ça peut aussi jouer des tours à Team USA, parce que bah, les équipes de France, d'Espagne, de Belgique, c'est des équipes, comme on le disait, hein, qui se connaissent depuis très longtemps, et d'avoir 3 matchs pour se remettre en jambes tout ensemble, de retrouver quelques automatismes, bah, si tu les prends à partir des quarts, tu vas pas jouer la même équipe que lors du premier match de groupe. Et c'est là où, bah, pour Team USA, ça peut devenir un peu plus compliqué si certaines équipes arrivent vraiment à rentrer dans leur tournoi et à se mettre en jambes très rapidement. Moi, je pense quand même, après, on va quand même le rappeler, hein, mais ça reste du basket. Sur un match, tout est possible. On l'a vu en finale des JO, un match où Team USA met pas un tir, ça peut arriver. C'est très très rare, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc sur le principe, tout le monde peut battre tout le monde. Après, comme tu l'as dit en début de vidéo, un peu comme la finale de 2024, je pense que tu joues contre cette Team USA 20 fois, tu le perds 19, et la seule chance que tu as de le gagner, c'est le jour où bah, elles mettent pas un tir, elles perdent des ballons à gogo, et voilà. Donc c'est à toi de faire le match parfait pour réussir à les prendre. Mais sur le principe, là, à l'heure actuelle, je pense que Team USA n'est pas prenable, quelle que soit la configuration, quelle que soit l'équipe. Je pense que c'est juste pas possible en fait. Elles sont trop complètes. Le coaching staff maintenant est encore plus complet qu'avant et beaucoup plus complémentaire, je trouve. Je trouve que c'est parfait en fait l'addition qu'ils ont réussi à faire de toutes les compétences. Nate Tibbetts qui est beaucoup dans les analytics pour voir un petit peu ce qui fonctionne pas. Nathalie Nakasse qui est une énorme coach défensive. Carl Lawson pareil, mais qui a montré avec Duke que même avec une équipe qui n'a pas forcément le talent offensif pour faire des choses, bah, elle arrive quand même à mettre des choses en place pour libérer ses joueuses et ça c'est très très fort. Et Stephanie White, bah, qui a un nouveau challenge là du côté d'Indiana depuis 2 ans, qui montre des belles choses, qui a réussi à changer un petit peu, à faire jouer un petit peu Caitlin Clark off-ball, de la faire défendre un petit peu, parce que ça faisait 5 ans qu'on l'attendait quand même, hein, que Caitlin Clark se mette un peu des pelées défensives. Donc il y a encore des erreurs, mais tu sens que c'est des coachs qui peuvent totalement fonctionner ensemble. Et bah, c'est ce qui manquait, je trouve, sur le mandat de Cheryl Reeve, où excellente coach en WNBA. Je pense que le format Team USA lui correspondait pas forcément là à ce moment-là de sa carrière et, et ça a laissé la porte ouverte à certaines équipes. Là, moi, très honnêtement, je ne vois pas. Et pourtant, tu le sais, hein, j'adore la Belgique et je pense que sur les 5 6 dernières années, c'est peut-être la meilleure équipe du monde en termes de basket, de jeu proposé. Même avec ça, je vois pas Team USA perdre en fait. Mais même dans les années à venir. Et c'est assez triste hein, parce que quand tu vois les générations qui arrivent, là déjà, dès l'été prochain, tu as Juju Watkins, Anna Hidalgo qui arrivent en WNBA, qui vont faire partie de Team USA à un moment donné de leur carrière. Dans 2 ans, tu as Sarah Strong. Bon courage pour arrêter Sarah Strong en FIBA, hein. Moi, je pense qu'en plus, tu vois, on l'a dit, l'équipe il y a 2 ans était peut-être pas l'équipe la plus optimale, même s'il y avait des énormes stars, hein. Tu avais déjà, tu encore Breanna Stewart, et Ja Wilson, qui était déjà la joueuse dominante, qu'elle est. Heu, mais là, en plus, je pense que cette équipe-là, tu vas avoir à peu près le même noyau dans 2 ans à Los Angeles.
qui sera encore plus fort parce qu'il aura pris du vécu, justement, entre les anciennes qui seront toujours fortes parce que A'ja Wilson, Nafisa Collier seront toujours là, sans doute Breanna Stewart aussi, même peut-être dans une moindre mesure. Et les jeunes seront vraiment dans leur prime. Mais c'est pas pour autant que la fenêtre, elle est peut-être un peu plus ouverte ici que dans 2 ans à Los Angeles, mais c'est pas pour autant qu'elle est ouverte. Maintenant, il y a les questions qui se posent, c'est est-ce que l'Espagne et sa nouvelle génération est suffisamment à maturité? Est-ce que la Belgique n'est pas déjà dans le début de son déclin, je vais dire, post-Emma Messmann? Et est-ce que la France va enfin avoir des idées offensives? Je pense que les principales questions sont là, en fait. Ouais, je suis d'accord. Pour répondre, je pense que pour l'Espagne, c'est trop tôt. Je pense que en 2028, voire même en 2030, il y aura beaucoup plus la place de faire quelque chose parce que cette génération sera vraiment à maturité. À Wafam, Yana Martin, ça a tout juste 20 ans. Elena Mmh. Bonavida, elle a 22 ans. Tu vois, dans 4 ans, en 2030, à Tokyo, c'est des joueuses qui vont être à 24, 25, 26 ans, tu vois, pour la plupart. Là, on va pouvoir discuter, tu vois. Ça va être, Mmh. tu vas vraiment être dans ce cycle-là. Donc pour l'Espagne, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Pour la Belgique, je pense que c'est un peu ta dernière chance, là, cette année. Je suis T'es, assez d'accord, ouais. je le pensais déjà pour l'Euro l'année dernière, où je me disais, ouais, ça vieillit un peu. Et il y a eu des phases sur certains matchs. Je pense au match contre la République tchèque, je crois, en poule, ou c'était peut-être en, ouais, c'était en poule, que vous avez joué la République tchèque à l'Euro. Waouh, ça a été dur, quoi. En deuxième Ça a été dur de mi-temps, rentrer dans la compétition et on peut sortir contre l'Italie aussi. oui. On a Antonia Delart qui fait pas une très belle compétition, nous sauve les fesses 2 fois en fait, en demi-finale et en finale. Donc pour les émotions, c'est génial, mais de la même manière qu'il faut pas tirer trop d'enseignements d'une compétition, il faut pouvoir remettre les choses un peu dans leur contexte. Par contre, ce que ça prouve, c'est que c'est un groupe qui garde la lucidité sur 40 minutes d'un match. Et c'est pour ça que pour moi, vous êtes très très fort. C'est ce que je te disais sur le fait d'être intelligent pour faire déjouer Team USA. C'est qu'en fait, vous avez tellement de cerveau dans votre équipe. Emma Messmann, c'est un ordinateur. Julie Allemand, c'est pareil. Elle sort de sa meilleure saison en carrière, en plus quasiment Julie, tu vois. Euh, Des joueuses qui vont pas paniquer en fait. et, Que ce soit Emma, que ce soit Julie et sur le banc, parce que ça c'est hyper important aussi d'avoir un coach qui semble toujours au contrôle, ce qui est le cas de Mike Thibault. Le mec, il a tout vu dans le basket en fait. Donc ça effectivement, c'est la force de la Belgique. puis c'est un coach qui sait s'adapter. Parce que moi, je me souviens le match contre l'Espagne en finale. Tu as une séquence où l'Espagne n'arrive pas à défendre à l'intérieur à ce moment-là. Et sur deux actions de suite, je crois que c'est juste avant la mi-temps, il dessine deux plays. Donc où il dit vous jouez ça, elles le font sur un high-low entre Emma et Caroline Skens, 2 points. Derrière, il prend temps mort parce que la Belgique récupère le ballon. Et sur la dernière action, il met une action pour éloigner toute la défense d'un côté et servir Caroline Skens, pareil, au poste bas, tu vois, pour scorer. Et c'est là où c'est trop fort, c'est qu'en une demi-seconde, il arrive à identifier ce qui se passe et à s'ajuster totalement, à appeler des systèmes. C'est ça pour moi qui fait aussi la marque des grands coachs, c'est que bah, tu arrives à lire des situations ouais, en un quart de seconde et à te dire, bah ouais, là on va faire ça. Défensivement, on va faire ça. Offensivement, on va les faire chier là-dessus. Et c'est là où c'est trop fort. Et c'est malheureusement ce qui manque à la France. C'est un coach qui est capable de s'adapter, de réagir, de faire des choix. Juste de faire des choix, d'arrêter de donner 10 minutes à tout le monde. Et bah, s'il faut faire jouer tes titulaires pendant 37 minutes sur un match, bah, tu les fais jouer 37 minutes. Mike Thibault, il n'a pas de mal à le faire. Et ma Messman, elle sort sur des demi-secondes à chaque fois. Où, viens t'asseoir, prends un coup d'eau, le temps d'un lancer franc, et hop, tu repars au charbon. C'est aussi parce que la Belgique a pas le choix, elle a pas le réservoir et que le banc est pas toujours au niveau non plus. Et c'est un peu le problème de riche de la France d'avoir un groupe qui est très profond, mais avec le fait que du coup derrière effectivement, c'est au coach de faire des choix, de mettre une hiérarchie et effectivement, c'est parfois ce qui a manqué. Voilà, je pense que la hiérarchie, elle est quand même pas si compliquée que ça à mettre, mais encore faut-il, oser le faire parfois par rapport à certaines joueuses, qui t'ont beaucoup plu, par le passé et sur lesquelles tu comptes, mais voilà, enfin, le problème, c'est que la plupart des joueuses qui, je pense, peuvent amener le plus de choses à la France sont pas spécialement les plus grosses cautions défensives. Or, comme l'identité de jeu de la France se veut être la défense, tu te retrouves dans un truc
un peu comme ça, je vais dire schizophrénique de vouloir tenir de la défense et du coup tu mets des joueuses mais qui t'apportent rien en attaque et c'est un peu compliqué, quoi. Je pense que c'est ce qui coûte, ce qui fait par exemple que parfois, Pauline Astier est pas suffisamment utilisée. Mais en fait, il faut faire le ratio entre ce qu'elle te coûte défensivement et ce qu'elle t'apporte offensivement et te dire, beh, peut-être que c'est le moment, pour la France aussi de réinventer son identité de jeu parce que pendant des années, elle a peut-être eu des joueuses qui avaient plus une vocation défensive et que là, elle a peut-être d'autres joueuses et qu'il faut qu'elle fonctionne avec les qualités de ces joueuses. En sachant que tu as quand même toujours, ne fût-ce qu'avec Gabby Williams, des joueuses qui peuvent quand même te permettre d'équilibrer un peu les choses aussi, quoi. C'est clair. Puis là, bah, comme on l'a dit, il va manquer des gens pour la France. L'absence d'Iliana Rupert va vraiment faire du mal. Euh, Par rapport au JO, il y a aussi l'absence de Sarah Michel qui va faire beaucoup de mal Ouais. parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en tant que leader, en tant que cerveau sur un terrain ou sur le banc, hein, mais pour donner des consignes, avoir une joueuse comme Sarah Michel, ça te changeait la vie en équipe de Et puis France. même défensivement, enfin je veux dire, je pense que ça doit être la joueuse la plus sous-estimée des 10 dernières années en France, Ouais, c'est par fort rapport possible. par rapport à Dans... ce qu'elle apportait, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que du coup, bah, ça te change quand même ta dynamique d'équipe. Donc à voir ce que ça va donner là. S'il y a trois équipes qui pourraient le faire sur un match parfait, machin, ça reste la France, la Belgique et l'Espagne à moindre mesure. Je mets quand même les autres en dessous. Toi, tu penses que l'Australie aurait pourquoi pas une carte à jouer? Ça s'entend, parce que c'est une équipe qui historiquement performe pendant les compètes et arrive, même en jouant mal, à faire des résultats. Malgré tout, là, je les sens quand même un peu comme la Serbie, là, il y a quelques années. Tu sens que la fin de cycle, elle arrive quand même très proche et que tu as hâte d'avoir le renouveau avec, bah, il y a des très bonnes jeunes qui arrivent. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de la semaine dernière où on parle de quelques jeunes australiennes qui vont pas tarder à arriver en équipe senior, où bah, ça va te permettre de te renouveler un petit peu. Mais c'est vrai que là, ça commence à être compliqué depuis quelques compètes, malgré la médaille de bronze au JO et la mixtape d'Ezzy McBegor face à la Belgique. Désolé Flo, mais j'étais obligé de le rappeler. C'est normal, c'est normal. Elle a mérité sa médaille, là, Izzy, non, en plus, j'adore la joueuse, donc je suis très content. Elle aurait juste pu faire ça contre quelqu'un d'autre que nous, quoi. Ouais, puis tu m'as rappelé la terrible défaite de l'Espagne en finale de l'Euro contre vous, donc j'étais obligé de me venger. Ça fait deux fois de suite que l'Espagne vous offre des matchs en deuxième mi-temps en finale d'un Euro basket. Donc à un moment donné, il faut quand même remettre l'église au centre du village et en renvoyer une petite. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Le constat est simple, hein, Team USA semble imprenable dans les années à venir. La fenêtre qui s'était entr'ouverte ces dernières saisons est sûrement bien fermée pour l'instant. Et d'ici quelques années, je pense qu'il y aura même un volet en plus devant cette fenêtre pour empêcher le passage. Merci à toi, Flo, d'avoir accepté l'invitation. C'était très très cool. Merci pour l'invitation, Yann, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. On parlera avec plaisir de la Belgique ou, euh, ou de Washington, même si, bah, si on a envie de parler de victoire, on va plus parler de la Belgique que de Washington, hein. Et ça Ça, gagne pour le moment, ça gagne, ça gagne. ça gagne. Moche, mais ça gagne. Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve très très vite. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes d'accord avec nous, si vous pensez que Team USA est vraiment imprenable, si vous pensez que la France a vraiment une chance, que la Belgique peut les taper cet été, on va voir, hein, peut-être que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des avis divergents des nôtres. Mais nous voilà, c'est ce qu'on en pense. Merci encore à tous d'avoir suivi la vidéo. Vous avez tous les liens dans la description pour suivre Flo et Swish Swish. On se retrouve très vite. Peace out.